Bonjour tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous étaient là hier soir pour écouter la conférence de notre invité, donc Richard Schusterman, qui est à côté de moi et qui va bientôt venir faire sa conférence et vous parler. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, je me présente et je vais présenter notre invité. Je me présente donc, je suis Magali Hull, je suis professeure au département de sociologie et directrice du CELAT à l'UQAM. Le CELAT, c'est le Centre et Laboratoire de Recherche Culture Art Société. Donc vous avez le panneau dans mon dos. Et je suis très heureuse aujourd'hui donc d'inviter et de vous présenter Richard Schusterman, qui est professeur donc de philosophie à la Florida Atlantic University en Floride aux États-Unis, et où il occupe la chaire des humanités Dorothy F. Schmidt. Il est également directeur du Center for Body, Mind and Culture. Ces travaux, donc les travaux de notre invité, s'inscrivent dans une reformulation contemporaine du pragmatisme. Son œuvre renouvelle en profondeur la pensée esthétique en la sortant d'une philosophie classique de l'art pour la porter du côté non seulement de l'esthétique populaire dans ses diverses formes telles qu'il nous en a parlé un petit peu aussi hier soir, mais aussi et surtout en la reliant à sa dimension fondamentalement expérientielle, c'est-à-dire qu'il la rattache à la vie quotidienne, qu'il la rattache au mode, voire au style de vie. Et c'est un aperçu qu'on a eu hier soir à travers le film qu'il nous a présenté et à travers la discussion qu'on a eue ensuite. Donc repenser l'expérience esthétique en la sortant d'une conception muséale ou figée de l'art est le point focal de sa pensée, du moment évidemment où on admet avec lui les capacités cognitives du corps, autrement dit le principe selon lequel le corps n'est pas un simple instrument ou un simple réceptacle, mais bien le site même de la pensée. En développant la soma esthétique, Richard Schusterman met en œuvre sa propre philosophie qu'il décrit, et là je vais le citer, comme une étude méliorative et critique de notre expérience et de notre usage du corps vivant, ou soma, en tant que site d'appréciation sensorie-esthétique, esthésis, et de façonnement créateur de soi. Sa réflexion est donc en même temps, on pourrait dire, conceptuelle mais aussi expérientielle, mouvement et pensée tout à la fois. En se situant donc cette journée d'études, en se situant donc dans les travaux et dans le fil de la pensée de notre invité, a pour objectif donc de réfléchir ensemble à cette conception de l'expérience esthétique comme expérience du corps et expérience qui trouve aussi son accomplissement dans l'art et dans la vie. La soma esthétique, comme l'a développé Richard Schusterman, est en effet une pensée en corps, ce qui invite à repenser l'expérience de l'art comme expérience du corps, donc de réinvestir le corps justement en dehors des voies traditionnellement tracées par différentes disciplines que je vais rapidement énoncer. D'abord tracées par les discours médicaux ou par la psychologie, excusez-moi de faire des blocs, qui oscillent davantage entre normes et pathos et s'intéressent davantage à la dimension curative, à la dimension du soin, en dehors aussi des perspectives proposées par la sociologie ou l'anthropologie, qui sont davantage intéressés par la question des usages du corps, des usages différentiels d'une culture à une autre, d'une société à une autre. À la marge également des courants plus actuels, intersectionnels, je pense aux courants féministes, postcoloniaux ou marxistes, qui insistent davantage sur la prise de possession du corps par les sujets, sur l'empowerment. En dehors également, dans une autre section aussi très large, des discours sportifs, voire certains discours transhumanistes, quand le sport se glisse justement davantage du côté de la performance, du côté du dépassement de soi et du côté de l'obsolescence, avec une vision parfois mécanique et aussi instrumentale du corps qu'on peut le reconnaître. Donc, si la soma esthétique peut entrer en dialogue avec ces approches, puisqu'il y a toujours quand même un questionnement, un dialogue avec ces différentes approches et différentes théories du corps, sur les thèmes justement du pouvoir du corps, sur les thèmes de ses potentialités, ou sur le thème du souci de soi par exemple, elle tisse plutôt des liens étroits avec des philosophies de l'incarnation, des sociologies de l'incarnation. Je pense ici à Pierre Bourdieu, dont Richard Schusterman nous a parlé hier soir, qui a inauguré, on le sait en sociologie, tout un champ, c'est très bourdieusien ça, autour de la théorie de l'habitus, donc un champ de recherche sur l'incorporation de la contrainte sociale. Je pense aussi d'une autre manière à Foucault, et la façon dont il a décrit l'inscription corporelle justement de l'oppression. Mais la pensée de notre invité se distingue de ces deux illustres pensées aussi, parce que ce que la soma esthétique vise directement, c'est le dépassement, de ces incorporations oppressives par des pratiques esthétiques directement liées dans le fil de la vie, dans le courant de la vie. Donc il y a une distinction à faire, je pense, entre la pensée de Foucault, la pensée de Bourdieu, auquel on peut rapprocher parfois la soma esthétique, et la pensée de Richard Schusterman qui va nous la développer dans quelques minutes. Donc ces pratiques esthétiques sont toutes habitées
par une transformation, donc une pratique, je veux dire plutôt une praxis transformatrice sur laquelle on se penchera, je pense, dans nos discussions. En quoi, justement, la soma esthétique nous transforme en tant que sujet, en tant que chercheur, en tant que créateur, en tant qu'artiste aussi pour certains d'entre vous. Donc pour en revenir davantage à la journée scientifique ou à l'activité qui nous réunit ici aujourd'hui, elle est comme précisé donc, dans le titre et dans le petit dépliant que vous avez devant les yeux, autour de l'œuvre de Richard Schusterman, dans son droit fil, mais aussi avec lui, ce qui est quand même un plaisir. Dans quelques minutes, il va prononcer donc la conférence inaugurale. À partir de là, la journée donc, se propose de questionner ce rapport au corps vécu qui conditionne l'expérience esthétique comme expérience de pensée. Donc les différentes interventions qu'on va entendre au fur et à mesure de la journée s'attarderont à partir de leur pratique, à partir de leur champ d'expertise, à partir de leur propre perspective justement, à en tracer les concours de cette soma esthétique, afin de témoigner justement de la fertilité de cette approche, aussi bien pour la sociologie dont je suis originaire, mais aussi pour les différentes disciplines qui sont autour de nous, autour de cette table qui n'en est pas une, mais autour de ce cercle. Donc plusieurs chercheurs, plusieurs chercheuses, créateurs, créatrices, artistes aussi, se sont joints à nous et je les en remercie tous vivement. Chacun et chacune, à partir de sa pratique, pratique de l'espace pour certains, pratique du son, pratique du silence pour d'autres, pratique de la lumière, pratique du geste, vont nous parler de la manière dont le corps est investi, impliqué, convoqué, et comment il oriente, comment il altère, comment il approfondit, comment il intensifie l'expérience esthétique, aussi bien l'expérience esthétique du créateur ou de la créatrice que du récepteur ou de la réceptrice. Donc, à travers ces différentes incursions dans des domaines artistiques très variés, nous avons des invités qui sont chorégraphes, qui peuvent être répétiteurs en danse, qui peuvent être metteurs en scène, éclairagistes, danseuses, calligraphes, designers, praticiens de la méthode Feldenkrais, etc., etc. Donc nous allons assister à ces différentes présentations, à ces différents points de vue, à ces différents regards autour de la soma esthétique à partir de leur point de vue propre et à travers de la question du corps qui est celle qui nous rassemble vraiment ici aujourd'hui et de l'incorporation. Mais la journée aurait été, on peut dire, incomplète sans une pratique du corps, puisque parler de soma esthétique sans parler de corps, comme on me l'a fait remarquer, ou sans faire quelque chose avec notre corps, comme on me l'a fait remarquer, n'était peut-être pas une bonne idée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu même 2 ateliers, pas un seul. Donc il y aura 2 ateliers qui ponctueront la journée, 2 ateliers pratiques, 2 ateliers qui vont chacun à leur manière nous faire vivre une expérience en corps, laquelle nous avons donné carte blanche et toute notre confiance aux 2 personnes qui les animent et nous en sommes ravis. Donc, c'est important aussi pour les chercheurs que nous sommes, aussi bien dans des disciplines qui sont des disciplines académiques classiques comme la sociologie, la philosophie, où on reste généralement assis derrière notre bureau. Et là, je ne suis pas à l'aise justement parce que je suis debout. Je serais beaucoup mieux assise derrière mon petit bureau, mais heureusement, ma feuille me cache. Mais on n'a pas l'habitude justement de se retrouver dans des situations où on investit notre corps d'une certaine manière, ou de la manière dont Richard Schusterman et la soma esthétique nous le proposent. Et c'est vrai que d'aujourd'hui proposer cette expérience-là, c'est-à-dire dans le milieu académique, de répondre un petit peu à l'injonction du body-mind, c'est-à-dire du fait aussi d'une intégration du corps dans nos disciplines, dans notre pratique, c'est un petit peu le défi de la journée. Donc ces 2 ateliers pratiques ponctueront notre journée. Donc je vous remercie à toutes et à tous de votre attention, de votre présence. J'espère que ça sera une belle journée. Je remercie à notre invité d'être ici. Et puis maintenant, on va l'écouter. Cette conférence est une présentation PowerPoint un petit peu compliquée parce que la présentation écrite est en anglais. Mais je vais essayer de traduire d'une manière simultanée. Je ne contrôle pas l'ordinateur et il nous faut une bonne communication et mes excuses si ça ne marche pas très bien. Bon, cette présentation, c'est plus ou moins ma méthodologie de travail à travers un contenu de recherche qui viennent en fait d'une expérience que j'ai faite il y a 5 ans, 2012. Il y avait une colloque pour fêter 20 ans de la publication de l'art à l'état vif
en français, Pragmatist Aesthetics en anglais. Et donc, c'est le catalogue que j'ai fait. Et je montre ici, on peut passer prochaine, ma méthode de recherche. En fait, j'ai seulement découvert ma méthode de recherche en faisant cette expérience d'être commissaire d'une exposition d'art à Paris. En fait, pour fêter les 20 ans, maintenant c'est déjà 25 ans, il faut faire peut-être une autre célébration, et peut-être c'est le moment. Ils ont décidé de faire un colloque international sur l'impact de ce livre L'art à l'état vive en France et dans le monde entier. Mais comme il s'agissait d'une œuvre sur l'esthétique, ils pensaient aussi de faire une exposition d'art pour intégrer théorie et pratique. Et ils m'ont demandé d'être commissaire. Je n'ai jamais eu aucune expérience de conservateur, de commissaire d'exposition d'art. J'étais à Miami, l'exposition était à Paris, le budget était assez petit et je n'avais pas de contrôle sur le budget. Donc au début, j'étais très réticent, je ne voulais pas le faire, mais en fin de compte, je me suis dit que si je ne fais pas, je vais subir une contradiction performative de ma philosophie, parce que je fais un plaidoyer pour l'intégration de la théorie avec la pratique. J'ai une occasion de faire une pratique artistique. Être commissaire et organiser une exposition d'art, c'est aussi un travail esthétique. Et si je ne le fais pas, je ne suis pas fidèle à ma philosophie. Donc, j'ai décidé d'accepter cette invitation. Et cette présentation emploie le contenu de cette exposition. Et vous voyez ici, en France, il y a une carte d'invitation pour le colloque et une carte d'invitation pour l'exposition. Et ça, c'est pas très clair, mais je pense que ça, c'est pour le colloque. Le livre a été publié avec minuit et donc on voit la petite étoile de minuit. Je voulais mettre l'étoile de minuit dans un graffiti sur la couverture de mon livre, mais il ne voulait pas. Vous savez que les logos commerciaux, c'est les tags protégés par le monde d'affaires. Et bon, on peut passer à la prochaine. Bon, mon idée de méthodologie que j'ai découvert en faisant cette exposition, j'appelle recherche de l'expérience transactionnelle qui intègre la théorie et la pratique. C'est un atelier pratique pour des danseurs, c'est l'équipe de Maggie Morin à Lyon. On peut passer prochaine. Et qu'est-ce que je voudrais dire par expérience transactionnelle? Il y a deux éléments. Il y a le premier élément, c'est que l'expérience n'est pas quelque chose qui reste limité dans le cerveau du sujet qui fait l'expérience. L'expérience, c'est toujours une interaction, ou je préfère à dire transaction entre le sujet et l'environnement, parce que même quand le sujet est plutôt passif, il absorbe et est nourri par les énergies dans l'environnement, ses affordances, ses conditions. Le deuxième élément dans cette idée d'expérience transactionnelle,
c'est l'idée de dépasser, transcender, même transgresser les frontières conventionnelles de la recherche et des expériences. Et bon, en anglais, il y a une métaphore visuelle, c'est deux barreaux. C'est le dojo zen où j'ai étudié au Japon. Mais bon, on peut passer... donc, l'art et l'été vive, en français, en anglais, c'est Pragmatist Aesthetics. Pourquoi il y a les titres différents en français? Parce que quand le livre Pragmatist Aesthetics a été publié en 1992, personne ne connaissait le pragmatisme en France. Même l'idée d'une philosophie américaine, c'était une contradiction pour les Français. Donc on ne pouvait pas mettre le pragmatisme dans le titre. C'était poussé à une partie du sous-titre. Et c'est la même chose pour la traduction allemande. Kunstleben, c'est Vive l'art. Et on voit le pragmatisme seulement dans le sous-titre. Maintenant, ce n'est pas le cas. Tout le monde en France connaît l'esthétique pragmatiste et connaît le pragmatisme. Mais ce n'était pas la situation 92. Donc, pour revenir au point, l'art l'état vif, Pragmatist Aesthetics, était le premier pas dans cette méthodologie de recherche par l'expérience transactionnelle. On transgressait des frontières et des limites et des sujets conventionnels de la philosophie de l'art en prenant l'esthétique populaire et surtout le rap comme sujet qui mérite une investigation, examen philosophique et esthétique sérieux. Bon. Donc, il y a deux thèmes, deux points transactionnels dans ce livre. Le premier, c'est que l'esthétique, l'expérience esthétique n'est pas une chose passive, sans visée pratique désincorporée, mais plutôt exige toujours l'engagement actif du corps et un sujet qui utilise son corps et a des visées. La création et aussi la réception des arts sont toujours somatiques. Et le deuxième thème de transaction dans ce livre était que autour du rôle de philosophe, la fonction de philosophe. Normalement, le philosophe, dans la tradition esthétique, prend distance, il est désintéressé, une espèce de juge, et les autres sont des consommateurs, mais l'idée de transaction expérientielle en esthétique, pour le philosophe, c'est prendre un rôle plus engagé dans l'expérience esthétique pour améliorer la perception, peut-être même par un travail conceptuel qui pourrait libérer des limites de perception chez des consommateurs, mais aussi par des démarches et des dispositifs plus actifs pour enrichir la créativité et le sens des œuvres. On peut passer. Et dans l'art, ça peut
aussi venir par des engagements pour présenter et interpréter de l'art, et même, en fin de compte, travailler avec des artistes pour créer de l'art. Donc, c'est une image, une photo de l'exposition. L'exposition était à Paris, dans la galerie Michel Journiac, qui est liée à Paris 1, la Sorbonne, qui a organisé le colloque. Et ce livre, cette œuvre, c'est Tatiana Trouvé. Je vais parler des artistes parce que, en fait, par le travail d'être commissaire, en travaillant avec les artistes, j'ai découvert en fait la méthodologie qui a mené mes recherches depuis longtemps, mais très souvent, au moins c'est le cas avec moi, je ne savais pas comment je faisais ce que je faisais. Chaque chercheur, chaque personne a une espèce de sens pratique, un sentiment, une idée plus ou moins vague. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'avancer dans une recherche? Je n'ai jamais pensé comment je travaille. J'ai été pris par un sujet et j'ai commencé à travailler avec le sujet. C'est seulement quand j'ai fait cette expérience d'organiser une exposition que j'ai découvert plus ou moins ma méthodologie de travail, qui est cette méthodologie d'être ouvert à l'expérience et d'avoir des transactions avec des autres personnes et des autres sujets. Donc, c'est aussi un rôle pour le philosophe de s'impliquer dans la création des œuvres de l'art. Et même, on peut passer à la... Même de faire de son corps une partie d'un travail artistique. Donc, c'est l'homme en or, quelqu'un qui possède mon corps, et c'est le long de la scène. C'était une performance peut-être de nuit après le vernissage à Paris. C'était mai 2012. Bon. J'ai fait aussi un film documentaire. Peut-être plusieurs parmi vous avez vu hier soir une version de ce film documentaire, mais pas cette image parce que le film documentaire d'hier, c'est un documentaire pour des fonctions éducatives et pas tellement pour des fonctions artistiques, mais c'est aussi une partie de mon travail qui exemplifie aussi cette idée de recherche par l'expérience transactionnelle. Je n'ai jamais fait des études de cinéma, je n'ai jamais étudié d'une manière profonde des textes sur le cinéma, mais à travers une ouverture à un cinéaste qui voulait faire un film avec moi, j'ai appris le travail du cinéma et une partie de ses complexités. Donc, oui, le prochain. Donc, il y a une dialectique entre théorie et pratique dans ma pensée. La théorie devrait venir de la pratique et aussi revenir pour améliorer la pratique. Et il y a deux exemples. Il y a l'exemple de la somesthétique et mes collaborations dans l'art contemporain. Et, ouais. Donc, c'est une
définition courte de la somme esthétique. Magali Hull a déjà cité cette définition. Je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire sur la couverture, qui explique une chose intéressante dans le monde d'édition. J'ai écrit le livre Conscience de corps, Body Consciousness en anglais, mais la version française, qui est une traduction, a paru 2007, tandis que la version en anglais, la version originale, n'était pas publiée jusqu'à 2008, peut-être 5 mois après la traduction. Et pourquoi? C'est à cause de la couverture. Cambridge University Press a choisi cette couverture. C'est une très fameuse toile de Ingres qui est pendue dans le Louvre. C'est la bagneuse de Valpassin. Ils m'ont proposé cette couverture avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas le prendre parce que la femme, c'est un odalisque, ça veut dire un esclave sexuel. Ingres avait, comme beaucoup de peintres français, surtout dans le 19e siècle, une espèce de fantaisie pour l'esclavage dans le monde d'islam, l'esclavage sexuel. Et donc, on voit, elle a une espèce de turban. Et pour moi, c'est exactement l'opposé de mon propos dans Conscience de corps. Et c'est l'idée d'une conscience de corps comme objet de désir. Et c'est comme une pièce de bœuf, cette femme. Et elle, par sa posture, d'abord, ce n'est pas une posture très confortable somatiquement. Et deuxièmement, on ne voit pas un sujet qui pense, un corps pensant. Quelqu'un qu'on voit de cette distance, de cette perspective, ferait un mouvement, mais il n'y a aucune évidence qu'il y a un sujet là-bas. Donc je ne voulais pas cette image sur la couverture et j'ai protesté. On avait un débat, un dispute pendant 3 semaines et en fin de compte, ils m'ont dit qu'ils avaient, et c'est vrai, par le contrat, le contrôle aussi sur le titre et aussi sur la couverture. Et donc j'étais bloqué. Mais comme je savais, les gens dans le marketing m'ont expliqué que c'est une couverture parfaite pour le public cible, le public ciblé pour ce livre, parce que la plupart des philosophes sont les hommes, et les hommes sont attirés par une femme nue. Mais la plupart des philosophes sont les hommes plus âgés qui auraient honte de prendre une magazine de Playboy, mais quelque chose, une nue classique, c'est très facile et très honorable à aborder. Et ils ont fait des études. Si quelqu'un prend un livre dans les mains, il y a peut-être 50% que la personne l'achète. Donc, c'était fixe la couverture. Mais quand même, l'auteur a des pouvoirs et c'est sur le contenu. Donc, dans la production du livre, c'était déjà après avoir des premières épreuves, j'ai réécrit la préface pour faire une critique de la couverture. Parce que les gens de marketing, ils s'en fichent de ce qu'il y a dans le livre. C'est simplement l'extérieur.
Donc j'ai fait, et dans la version anglaise, vous pouvez lire, il y a une critique de 2 paragraphes, peut-être 3, sur la couverture. Mais en France, la couverture est différente. Peut-être on a, peut-être dans la prochaine... Non, peut-être, oui, voilà. C'est la version française sans image sur la couverture. Donc il n'y avait pas ce problème. Et comme ça, la traduction est publiée avant l'original. Bon, il y a... Mais maintenant, vous voyez, je pensais que j'étais très malin. Mais en fin de compte, j'ai tombé dans un piège. Parce que, à cause du fait que j'ai écrit sur la toile d'Ingres, dans cette préface, presque toutes les traductions voulaient avoir cette image, parce que je parle de l'image. Et donc, vous voyez, c'est la traduction polonaise, c'est pire. Ils ont mis l'Ingres à l'intérieur. Ils savaient que je n'aimais pas la couverture, donc ils ont mis l'image d'Ingres dans l'intérieur. Ben, ils ont mis quelque chose de pire sur la couverture. Mais c'est la traduction chinoise. Ils sont très conservateurs en Chine, dans le monde universitaire. Donc, ils n'osaient pas de mettre une femme nue. C'est la traduction portugaise au Brésil. Ici, c'est la traduction coréenne et la femme qui a fait la traduction et qui a fait aussi le design a fait quelque chose vraiment très intelligente et une chose très belle aussi. Et, comment expliquer ça? Et le livre est pas broché en Corée, hardcover, noir, et ils ont fait une espèce de, comment ça s'appelle ça même en anglais, de papier, une espèce de deuxième couverture, et elle a coupé ici comme une fenêtre. Et donc, c'est une espèce de métaphore visuelle de voyeurisme. Donc, c'est une critique intrinsèque dans la couverture, de la couverture. C'est une espèce de mise en abîme de cette image. Et on est comme un voyeur en regardant cet odalisque. C'était un petit peu une parenthèse assez longue, mais ça montre aussi cette méthodologie d'enquête à travers l'expérience transactionnelle. Parce que j'ai appris beaucoup sur la production des livres. C'est une chose qui n'est pas forcément le centre de ma recherche, mais je suis un philosophe qui s'intéresse à la circulation internationale des idées. C'est un sujet important parce que on cherche la vérité, on cherche aussi à communiquer la vérité, et pour communiquer la vérité, il faut connaître aussi les moyens et les voies de communication. Et c'est intéressant de voir comment un produit intellectuel d'une personne n'est plus le produit à lui, mais arrive dans un échange culturel qui fait de son travail quelque chose d'autre. Cette image d'Ingres était tout à fait en dehors de mon propos, même contre mon propos. Mais il est devenu une partie essentielle du livre. Et bon, c'est pour moi une leçon et
je reviens à la somme esthétique. Ils viennent de deux courants de ma pensée antérieure. La première direction, c'est l'esthétique pragmatiste, c'est l'art à l'état vif. Et bon, vous avez des couvertures dans des différentes langues. Et il y a un raisonnement très facile et évident, c'est-à-dire pour créer et pour apprécier une œuvre d'art, il faut utiliser le soma. Donc, ceteris paribus, si on a une meilleure maîtrise et compréhension du soma, on peut mieux créer et mieux apprécier les œuvres d'art, l'expérience esthétique. Le deuxième courant, c'est l'idée de la philosophie comme art de vivre. Et pour vivre dans ce monde, on a besoin du corps. On ne peut pas vivre en tant qu'être humain sans corps, sans soma. Et donc, pour pratiquer la philosophie comme art de vivre, il faut utiliser ces moyens de vie qui est le soma. Donc, ces deux courants convergent à l'importance du soma pour la recherche. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la somme esthétique. Bon. Il y a une autre raison pour laquelle je suis arrivé à la somme esthétique et le concept de la somme esthétique. Et c'est un problème, je dirais, de design. J'ai mentionné ça dans le film hier. Il y a beaucoup de problèmes avec le mot body en anglais, parce que body c'est en opposition à mind, à soul. Body peut être un body, un corps mort, un cadavre. C'est la même chose en français, et flèche ou chair a aussi des nuances, des associations, des connotations très négatives. Bon, vous êtes au Québec, c'est une région catholique, vous connaissez l'idée de Saint Paul sur la chair. Donc, l'esthétique du corps, ça donne l'impression de bodybuilders et top models. Donc, je cherchais un autre concept. Et donc, j'ai découvert, ou je me suis rappelé du mot grec soma. Donc, c'est une partie de la solution de design. Et la prochaine, j'avais aussi ce problème, comment écrire esthétique. Parce que j'ai appris l'esthétique à Jérusalem et puis à Oxford. Et on écrivait esthétique avec le diphtongue, c'est AE. Mais quand je suis rentré aux États-Unis pour être professeur, d'abord à Philadelphie, à New York et puis en Floride, j'ai vu que les pragmatistes comme John Dewey écrivent esthétique sans A. Et en fait, en anglais, la lettre A en esthétique est gratuite. Il n'y a pas une fonction phonologique ni sémantique. Et donc, c'est beaucoup plus pratique et pragmatique et efficace à laisser tomber. Et aussi, quand on pense du développement durable, c'est aussi pas bien d'ajouter le A,
parce qu'on pense sur l'encre qui est utilisée avec cette lettre, qu'on utilise beaucoup en esthétique, et aussi sur le papier, l'espace qu'elle prend sur le papier. Et donc, il y a toutes les raisons pour suivre John Dewey et écrire esthétique sans A. Mais le problème, le diphthong est beaucoup plus joli que le E seul. Et c'est une œuvre d'art de Saul Steinberg pour un colloque. Et l'idée, c'est le E qui est très maladroit et gros, rêve qu'il est un diphthong élégant. Parce que tout le monde comprend que l'AE, le diphthong, est plus joli. Donc, pour moi, la somme esthétique était un moyen. Oui, on passe à la prochaine. C'est le dilemme, la beauté contre l'efficacité. Et la solution, c'est la somme esthétique, parce que ça donne à la lettre A une fonction. Parce que ce n'est pas somme esthétique, c'est esthétique de somme. Donc, avec la somme esthétique, j'ai gagné une fonction importante pour la A. Bon. C'est la structure de la somme esthétique. Il y a 3 branches. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est dans le livre, mais et il y a des branches qui sont liées entre les 3. Donc, la somme esthétique analytique, c'est plutôt descriptive, théorique, et la somme esthétique pragmatique, c'est plutôt des méthodes sur l'amélioration du cours. Et bien sûr, il y a des rapports parce qu'on construit des méthodes pour les méthodes d'amélioration à partir des données descriptives, des faits objectifs sur le cours. La branche pratique, c'est pas simplement des méthodes pour amélioration du fonctionnement du corps, mais l'activité même de faire ces méthodes. Il y a une différence entre lire ou écrire même un livre sur le yoga et faire du yoga. Donc, il faut spécifier le côté pratique. Donc, c'est assez évident qu'il y a des rapports entre ces 3 branches parce qu'on fait la pratique selon les méthodes pragmatiques, et les méthodes pragmatiques sont basées sur les faits et les théories analytiques. Bien sûr, les pratiques et les expériences des pratiques changent aussi les méthodes d'amélioration, qui changent aussi les faits qui la somme esthétique analytique décrit. OK. C'est des 3 branches, on passe aux prochaines. Il y a aussi 3 dimensions. Il y a une dimension représentationnelle et l'apparence du corps, mais pas seulement la dimension visuelle, parce que comment on peut les sons du corps, comment le corps sent. En contraste, il y a la somme esthétique expérientielle, c'est plutôt des sentiments intérieurs du corps, qu'est-ce qu'on éprouve comme expérience. Et il y a la dimension performative qui est comment le corps fonctionne dans des situations de compétition. Ça peut être une question de santé. Et bien sûr, il y a beaucoup de rapports entre ces 3 dimensions. Et par exemple, il y a des dimensions qui sont plutôt représentationnelles, comme le bodybuilding ou faire un régime, mais il y a aussi des éléments et des plaisirs expérientiels et aussi qui
ajoutent et qui peuvent prendre la partie dominante dans ces pratiques. Donc on peut commencer faire un régime pour être plus mince et après continuer parce que on aime les sentiments intérieurs d'avoir faim ou d'avoir ses contrôles. Ça arrive dans les cas d'anorexia. C'est la même chose avec le bodybuilding. On peut commencer de faire le bodybuilding pour avoir un corps qui est très joli à voir, mais après on peut continuer plutôt pour des sentiments de pouvoir intérieur qu'on éprouve. Et on utilise aussi la somesthétique expérientielle, c'est-à-dire les sentiments intérieurs du corps, pour aussi mieux faire le bodybuilding. Parce qu'il faut avoir l'extension maximale sans faire du mal aux muscles, ou trop de mal. Et il faut aussi discerner la peine et la douleur qui construit le muscle que des douleurs qui sont vraiment nuisibles. Donc, il y a aussi entre les trois dimensions beaucoup de liens et on met toute l'histoire ensemble. C'est des heures à expliquer. Donc, je passe à la prochaine. Et bon, l'idée de recherche ou enquête par l'expérience transactionnelle, c'est beaucoup lié à l'interdisciplinarité. Au début, quand j'ai proposé la somesthétique, c'était plutôt comme une espèce de sous-champ dans le champ de l'esthétique philosophique. Mais à travers la réception de la somesthétique et mes communications avec des chercheurs qui s'intéressaient à la somesthétique, je me suis rendu compte que, en fait, la somesthétique, c'est pas une discipline de la philosophie, c'est une discipline interdisciplinaire, transdisciplinaire. Donc, vous avez là-bas des disciplines principales où il y a de la recherche en somesthétique, mais ici, oui, on passe à la prochaine. Je vais me concentrer sur les arts ici. Une autre image de cet atelier chez Maggie Morin à Lyon. Oui, encore la prochaine. Et ici, on peut voir, normalement, c'est une image qui bouge, mais si on trouve une flèche, non? Ok, c'est pas important. Bon, on passe à l'autre. C'était un clip d'un atelier que j'ai donné. Je passe maintenant aux arts visuels. Et bon, oui. La somesthétique est entrée dans la pratique des arts visuels dans plusieurs directions, mais une direction importante était en Chine. Le commissaire du pavillon chinois de Biennale de Venise 2011, c'est un professeur de philo à Pékin, à l'université de Pékin, qui a traduit mes trois premiers livres en chinois. Et il était le commissaire et il a choisi la somesthétique comme cadre théorique pour le pavillon chinois, qui était basé sur 5 installations
qui voulait montrer que l'art n'est pas une question du visuel simplement. Parce que, à l'Occident, le beau est plutôt vu dans l'optique de beauté visuelle, tandis que dans la tradition chinoise, c'est beaucoup plus large. On pense que l'origine d'idées de beau vient de la cuisine, parce que le caractère pour le beau et la beauté, ça vient d'une tête de mouton. Et on dit soit c'est la cuisine, soit c'est une espèce de sacrifice rituel avec la beauté du rituel. En tout cas, l'idée de Peng Fong, ce traducteur de mon travail sur la somme esthétique, était d'avoir des artistes qui font des installations qui parlent à tous les sens, qui donnent plaisir à tous les sens. Et donc ici, c'était très, très populaire en Venise. C'était une œuvre à l'extérieur. C'est une espèce de brume avec l'arôme de Yasmine. Donc, parce que vous connaissez Venise en été, il fait chaud, il pue, et donc on a un sensation très agréable d'entrer dans une espèce de room. C'est comme il y a un vaporizer de parfum et donc c'était très populaire. Ici, ça c'est une espèce de toile, comme un tambour, où il y avait des gouttes de bière et de eau de vie chinois qui tombent, des gouttes qui tombent, qui font des taches, font de bruit et aussi ont une espèce d'arôme d'alcool. Et donc, ils ont donné aussi un petit verre de cette eau de vie au début, mais après, ils devaient s'arrêter avec ça parce que les gens rentraient dans le queue pour avoir encore de boissons. Et en bas, c'est une œuvre qui était présentée dans le film hier. Ça, c'est un couloir fortement climatisé, je pense 10 degrés, où il y avait des panneaux de peinture traditionnelle d'encre, avec une projection d'un texte sur l'influence de la culture occidentale sur la culture chinoise qui tombe. Et donc ici, c'est Snow Melting in Lotus, et il y avait aussi l'arôme de lotus dans cette œuvre. Donc ça parle à tous les sens, et c'est une entrée de la somme esthétique dans le monde de l'art. Oui, la prochaine. Bon, c'est une dialogue avec le commissaire. C'est dans Art Press, on peut passer, c'est simplement qu'il était... Bon, la deuxième chose, c'est mon travail avec Yann Thomas, c'est le film documentaire, on peut continuer, je vais aller vite. Ah oui, j'ai parlé hier. Oui. J'ai parlé hier, on peut aller... c'est avant, oui.
Je suis allé pour un colloque, un grand congrès de philosophie et de l'esthétique à Cracovie. Tous les 3 ans, on a un grand congrès mondial. Et il y avait une séance spéciale, séance plénière sur la somme esthétique, mais le cinéaste m'a pris une journée pour aller dans un parc de l'eau, pour me filmer avec 3 femmes que je n'ai jamais rencontrées avant ni après, parce que pour l'idée d'avoir un film qui a un petit peu d'intérêt érotique. Et donc, oui, on peut passer... Oui. Et ça, oui, ça, j'ai parlé aussi hier de cet épisode. Et comme l'art est à vivre travaillait sur la culture hip-hop, il y avait des influences sur le monde du graffiti. Un petit peu en France, mais aussi ailleurs. C'était en Pologne et il y avait des artistes de graffiti qui étaient employés pour décorer les grands murs de bâtons très laids des bâtiments qui étaient faits pendant l'époque communiste en Pologne. Et je les ai rencontrés, on a parlé des images pour ce travail. Je ne pouvais pas être présent quand ils faisaient ce travail, mais j'ai pu venir après. Et donc, le metteur en scène a loué un camion pour me mettre 7 étages pour me filmer avec... oui, ces images en arrière-fond, c'est aussi une recherche par l'expérience transactionnelle. C'est comprendre qu'est-ce que c'est faire un film. Bon, c'est aussi partie du film. Bon, oui, c'est la carte d'invitation pour l'exposition. L'exposition est faite par... j'ai choisi 7 artistes avec qui je travaillais, parce que comme je n'avais pas beaucoup de budget, je devais utiliser mes contacts. Donc il y avait des artistes avec qui je travaillais, et certains de ces artistes sont assez renommés, et donc ils étaient très gentils en me donnant leurs œuvres pour l'exposition. Quand même, c'était très cher de payer leur assurance, parce que c'est aussi une partie d'une exposition. Et donc, je vais passer très vite sur ces 7 artistes. Oui. Carsten Heller, Carsten Heller, oui, on laisse comme ça. Il est le premier qui m'a demandé un texte pour Documenta. Il a fait avec Rosemary Truckle une œuvre très intéressante. C'est Haus für Schweine und Menschen, une maison pour les cochons et les êtres humains. Et l'idée était une critique de l'industrie de porc dans le monde entier. Parce que normalement, les petits cochons, ils vivent peut-être un mois et après, ils deviennent pauvres. Ici, c'est l'idée pour les gens de voir qu'est-ce que pourrait être la vie familiale des cochons s'ils ne sont pas mis dans l'industrie de porc. Et donc, c'est une maison, on peut regarder les cochons pendant les 3 mois de Documenta. Et il y avait un jardin, on pouvait regarder aussi de l'extérieur. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, sliding board en français. C'est quoi
un glissoir. En tout cas, Karsten a fait après des glissoires très renommés, très longs, pour montrer qu'on peut avoir aussi une expérience de joie dans le monde de l'art, une expérience somatique. Il a fait des glissoires de 5-6 étages. C'était dans le Tate Modern et il a fait aussi à New Museum à New York. Mais je n'avais pas un énorme espace pour mon exposition. Donc, ce qu'il a fait pour moi, c'est très joli, et je parle de ce James Lackner dans le livre Conscience de corps. C'est vraiment une œuvre contemporaine qui montre que l'art n'est pas uniquement une question visuelle. Et en fait, dans cette œuvre, il faut faire l'expérience de cette œuvre avec les yeux fermés. Oui, la prochaine, vous voyez, comme ça, c'est une œuvre interactive d'expérience. Les gens, on reste assis, on ferme des yeux et on met la main sur le nez. Et après, on prend un vibrateur et on met dans le bras supérieur. Et donc, quand le vibrateur touche le bras supérieur, ça donne la sensation qu'il y a une extension du bras. Et comme on touche encore le nez, on a le sentiment que le nez s'allonge. Parce que, et donc, c'est l'effet Pinocchio. Mais pour avoir l'expérience, il faut avoir des yeux fermés. Donc, il ne faut pas voir. Et de ne pas être affolé. On peut après mettre le vibrateur sur le bras inférieur. Et après, on a le sentiment qu'il y a une contraction du bras. Et donc, le nez revient à sa taille normale. Donc, c'est une... Tatiana Trouvé, c'est une artiste française. Elle a gagné le prix Marcel Duchamp. Je la connais très bien et j'ai fait un dialogue avec elle pour son catalogue raisonné. On passe à l'autre. C'est un exemple de ses travaux. Oui. Et oui, on peut passer... Oui, on peut arrêter ça. Elle fait des arbres. Et ces arbres, c'est des sculptures qui ne sont pas figuratives dans le sens qu'ils sont exactement comme un corps humain, mais c'est plus ou moins la taille humaine. Et c'est comme des jambes et des bras. Et la construction, c'est comme os, chair et peau. Oui. Et avant, peut-être on peut aller... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est métal et après, il y a cuir et c'est un petit peu comme une structure de corps. Oui, on peut continuer. C'est Orlan. Je pense beaucoup parmi vous... connaissent son œuvre. C'est quelqu'un dans les années 80. Elle était très, très fameuse dans le monde entier parce qu'elle a fait des performances par des chirurgies cosmétiques. Ici, elle est venue chez moi dans mon centre pour un colloque sur les corps des arts, Bodies of Art. Et vous voyez, elle a fait des performances de chirurgie cosmétique. C'était opération dans l'Opéra de Paris, où elle faisait des changements dans son visage comme performance publique qui était aussi transmise dans le monde entier. Et Pan Gong Kai, c'est une
un artiste chinois, celui qui a fait l'installation de neige qui fond dans le lotus. C'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de dialogues. Il était président de l'Académie chinoise des beaux-arts. Et il a fait des choses spéciales pour l'exposition. C'est une autre image de cette couloir. Oui, on peut continuer. Ah, c'est une artiste canadienne, Thekla Shiphurst. Elle a... C'est pas University of British Columbia, c'est l'autre université à Vancouver. Je ne m'appelle plus le nom. Je ne suis pas sûr. En tout cas, elle fait de l'art interactif ordinateur humain et c'est des statues qui a des sensors dedans et qui réagissent au toucher de la personne. On peut continuer. Et ce qu'elle a fait pour mon exposition, c'est un autre travail qui s'appelle Tendrils. Et ici, ces petites fleurs et aussi le queue, c'est des tendrils, on peut les faire bouger par un toucher éloigné et aussi un toucher communal. Normalement, l'idée de toucher, c'est direct et individuel. Mais ici, il y a une espèce d'armelette, une espèce de manche qu'on peut mettre. Et si on frotte le manche, il y a des sensors qui envoient des signaux à sensors dans cette robe et ça fait bouger les fleurs. Ok, oui, c'est ça. Donc, je vais finir avec des applications. Je ne sais pas si vous pourriez... peut-être le premier. Est-ce que ça fonctionne? Comme ça, vous verrez... Sinon, c'est peut-être... Non? Ok, ça change. Okay. Parce que je pense que j'ai aussi... En tout cas, je pourrais vous expliquer que je fais des ateliers pratiques avec des designers et ça dure toujours au moins 2 jours et il y a des projets de design encadrés dans le workshop et après il y a des prototypes qui sont arrivés à travers ces ateliers. Donc, je peux montrer aussi plus tard dans la journée si on n'arrive pas, mais c'est aussi une question de recherche par l'expérience transactionnelle. On fait des expériences ensemble de conscience de corps et il y a des projets de design et on voit l'influence du travail de conscience de corps sur le processus de design. Ça peut venir dans la génération d'idées dans le design. Ça peut être aussi influencer le travail de groupe dans le design. Qu'après avoir eu une expérience commune de somatique forte, les
les croisements, les réticences entre les designers, il y a plus de confiance entre eux. Et donc, le processus de communication dans le design est souvent amélioré. Donc, je peux m'arrêter ici et après, on trouve oui, une solution. Il y a deux prototypes qui viennent d'un atelier que j'ai fait à Stockholm. Une est une lampe et l'autre c'est une espèce de tapis, un tapis de somesthétique, une lampe de somesthétique qui aide à la personne d'avoir une meilleure conscience du corps. Voilà. Oui. Il y a aussi du son, mais... Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est une lampe et on met la tête, on s'allonge en dessous de la lampe et la lumière réagit au rythme de respiration. Donc, on peut réguler votre propre respiration selon la lumière. Et donc, ça aide à contrôler et à connaître et à réguler, gérer d'une manière plus efficace la respiration pour avoir une respiration tranquille et pour se calmer après une journée très chaotique. On s'allonge en dessous de cette lampe et on respire en rythme avec la lumière. Donc, c'est-à-dire la plupart des designs interactifs nous donnent une distraction de notre expérience somatique et les designers avec qui je travaille essaient de faire des designs qui ramènent à l'expérience et l'appréciation de conscience du corps. Ils ont aussi, c'est un petit peu une blague, mais une espèce de lit, un lit de couple qui est une espèce de cage Faraday où il n'y a pas une possibilité d'avoir des messages électroniques. C'est-à-dire une espèce de design qui protège l'expérience vécue des distractions de la télécommunication. Et donc, il y a, normalement, on voit les gens de design, que les gens qui ne prennent pas au sérieux cette expérience vécue, mais il y a aussi des designers influencés par le somesthétique qui ont pris l'autre courant. Donc, je m'arrête ici et merci de votre attention.